Le mythe des déesses mères. Mère et terre se mêlent indistinctement dans la pensée première de l'être humain. D'autres mots, issus du latin mater ou du gaulois matir, s'enchevêtrent sur cette première souche, matière, matrice, matras, etc., et de l'être. On passe à la création ou à la manifestation. Les anciens distinguaient et opposaient forme et matière. Pour Aristote, celle-là équivaut au principe d'actualisation de la matière et lui est donc postérieure. La mythologie grecque situe donc Gaïa comme principe. Rhea correspond à la matière. Héra, pour sa part, participe de la forme. Notons que ces deux déesses portent le même nom, aux lettres permutées. Rhea donne consistance aux choses et Héra érige la forme. Peu à peu, la manifestation intervient dans un schéma constructeur. Les modernes, à la suite de Descartes, ont une vision plus réductrice du mot. Gaïa est donc la grande matrice, la terre originelle, sans commune mesure avec la minuscule planète qui gravite autour du Soleil, son père et créateur, ou la grotte des premiers temps. Certains thèmes mythologiques proposent d'ailleurs la caverne comme point de départ de l'humanité. Pour le philosophe, la Terre se présente comme un élément le plus dense que l'on puisse trouver dans l'univers, qui en comporte 4, terre, eau, air, feu, ou 5 si l'on ajoute l'éther. A contrario, sa pierre, fruit du labeur d'une vie entière, dévoile également ces mêmes 4 éléments. La terre condense et attire, l'eau ouvre et purifie, l'air liquéfie et sèche, le feu sépare et relie. Peut-on, en regard de la tétractise de Pythagore, considérer les éléments comme émanations ou parcelles du plan divin? Les chercheurs de l'époque médiévale ou ceux de la Renaissance, qui travaillent sur les textes des auteurs anciens, y ont cru et ont tenté de masquer l'hérésie en mettant Dieu au-delà et en dehors de ce système plus ancien encore que le philosophe grec. La tétractise est figurée depuis le néolithique en Europe et les éléments sont perçus en tant que tels dès le paléolithique au travers des couleurs. Pour le propos qui nous retient ici, le côté féminin de la divinité, 2 éléments entrent en jeu, la terre et l'eau, les 2 autres accusant un caractère plus masculin ou plus subtil. Cependant, tempérons cette assertion, la déesse Durga, dans la cosmogonie de l'Inde, se distingue par un tempérament de feu. Les dieux et les démons se battent en une lutte sans fin pour l'hégémonie du bien ou du mal. Voyant leur camp en mauvaise posture, les dieux acceptent de se sacrifier un à un en libérant leurs forces. Elle se condense peu à peu en une masse ignée en forme de femme. Voici Durga, chargée d'anéantir les puissances négatives. D'une manière analogue, dans la mythologie grecque, Héra, l'épouse de Zeus, ne doit pas être vue seulement comme la mère au foyer, la protectrice des femmes et de la famille. La petite fille de Gaïa a un nom en relation avec l'élément air, et plus précisément dans son caractère le plus vindicatif et destructeur, puisqu'il s'agit de la tempête. Considérons donc la terre ou l'eau comme des énergies féminines. Dans cette hypothèse,
Est-ce l'une ou l'autre qu'il convient de placer d'abord par ordre d'antériorité? Les réponses varient selon que l'on met en avant l'ossature du corps ou du globe qui rattache l'homme à la terre ou la composition des chairs pour laquelle l'élément aqueux tient une si large part, dans les océans en particulier. Donnons les indices suivants. La matrice correspond à la mer, le ventre au sol et au sous-sol, le système nerveux au courant tellurique qui anime la planète. Le feu créatif est interne et secret. Pour les scientifiques, il y aurait un noyau dur au centre de la planète, fait de fer et de nickel, les deux minerais les plus abondants, englobés dans le magma en fusion. L'esprit de la tradition rejoint l'avancement de la recherche. Ainsi, deux valeurs féminines ont leur place à l'origine, la terre et l'eau. Cette dernière appartient d'ailleurs au même règne en tant que minéral à l'état liquide. Gaïa représente la terre, nous y reviendrons. Hésiode la désigne comme l'un des trois principes de base, le plus consistant et le plus stable. Il l'a décrite également comme ventre en perpétuelle gestation. Usuellement, terre et mer vont de pair et la gangue matricielle, solide, ferme, dense, s'impose. Cependant, l'eau a ses adeptes. Pour les anciens Égyptiens, Noun est l'état primitif, une eau-mer et ou un océan-mer. Effectivement, la vie n'est pas possible sans l'eau. Animaux, êtres humains et arbres ne sauraient s'en passer. Et en ce qui concerne la planète Terre, l'océan constitue le vivier des premières manifestations élémentaires de vie. Noun est-il seulement cela? Par certains côtés, il ressemble à Chaos des Grecs. En Mésopotamie, les débuts du monde reposent également sur un système aqueux qui se subdiviserait en eau d'en haut et eau d'en bas. Les unes tomberaient alors que les autres, au Tiamat, seraient immobiles. De leur fusion aurait pris vie le monde, et les dieux en particulier. Peut-on pour autant attribuer une polarité aux unes et aux autres? Tiamat n'apparaît en monstre féminin que lorsqu'elle se met en colère contre Marduk, son petit-fils ou son arrière-petit-fils qui, finalement, a raison d'elle et partage son corps en deux morceaux, en haut le ciel et en bas la terre. Dans les temps initiaux, la sexualité semble sans fondement, et il faut attendre la 3e génération pour que la différenciation formelle entre les divinités soit efficiente. Ensuite seulement se manifestent les polarités. La cosmogonie en Inde ne procède pas autrement. Dans le Rig Veda sont successivement énoncés l'être, le non-être, puis l'espace et le firmament. Ces deux derniers semblent en double emploi. Ils interviennent dans un nouveau facteur qu'est le temps. Le monde n'existe pas encore. Après, il est question de contenu et enfin des eaux primordiales, en 7e position. Dans cette succession d'éléments qui demeurent à l'état virtuel, la priorité est accordée à l'un. Puis le poème continue, mentionnant les ténèbres, le vide, la chaleur et enfin le désir, générateur de la pensée. L'œuvre de création peut alors débuter. La dualité de la déesse. La déesse est-elle unique? Au début du Paléolithique, probablement. Ensuite, la question reste posée. Terre et eau sont deux aspects distincts d'une même réalité. La première correspond à la matière plus ou moins malléable et la seconde à la fluidité pouvant aller jusqu'à la liquéfaction. Diamant et eau pure livrent les deux points extrêmes de ce schéma. Les mythes de création mettent eux-mêmes en avant cette dualité. Déjà l'Égypte pré-dynastique entretient l'ambivalence avec des effigies distinctes trouvées conjointement dans les nécropoles. D'un côté se montre une divinité qui offre des yeux largement fendus et des oreilles de vache. Hathor n'est pas connu sous ce nom, ou nous l'ignorons. De l'autre se dévoile une femme allaitant un enfant.
Un groupe est constitué par la mère portant un enfant dans les bras et un second dans le dos, vantant la maternité prolifique. Il existe plusieurs exemples de ces deux types de déesses. S'agit-il de la même qui revêtirait deux apparences ou s'agit-il de deux entités distinctes? La vache sacrée fait son apparition. Son apparence emblématique va traverser les âges pour glorifier le caractère sacré de la féminité. Mais la maternité également interpelle. La Vierge ou la mère à l'enfant aura au moins autant de succès que le premier modèle. Ces deux traits marqués, la vache et la femme, rendent gloire à la mère nourricière sans antagonisme. D'autres civilisations vont choisir de rendre manifestes les oppositions. Celle de la mort et de la vie est sensible depuis le néolithique dans la plupart des pays de l'Ancien Monde. En Europe occidentale, de petites statuettes en argile cuite, aux hanches développées, proviennent des lieux d'habitat, évoquant la féminité et la fécondité. Sur les nécropoles veillent d'autres idoles, sans attrait, muettes et tristes. La mère affective aime sa progéniture et vit au grand jour en symbiose avec la terre. La mère dévoreuse se cache dans la nuit noire, éclairée chichement par une lune blafarde. Kali la Noire appartient à ce dernier groupe. Poussée au paroxysme, la déesse revêt deux visages. Au Paléolithique déjà, l'une des Vénus de l'Ocelle fait face à son alter ego qu'elle admire ou est, dans le miroir d'un ventre rond. L'une est tournée vers le haut et la lumière, alors que l'autre s'enfonce dans les profondeurs d'un monde inverse. Sont-elles mère et fille? Une synthèse associative donne déesse blanche, lune, lumière, vie, spiritualité. Déesse noire, terre, nuit, mort, magie. Nous pouvons mettre ici en opposition Déméter, la blanche, mère de l'orge, et Isis, la noire, issue de la terre limoneuse d'Égypte. Autre antagonisme, présent depuis la nuit des temps, la mère et fille se montrent tantôt en consoeurs et tantôt en rivales. Vieillesse pleine de sagesse ou d'amertume s'oppose à jeunesse emportée par sa fougue ou son innocence. Ainsi sont nés les mythes à propos de la terre-mère et de sa fille la lune. L'iconographie des périodes néolithiques confirme cette incompatibilité d'âge. Enfin, il arrive à la déesse de livrer une triple manifestation, en particulier dans les civilisations indo-européennes, assez évoluées. Les âges de la vie, liés au cycle de la lune, en livrent une approche convaincante. La mère, terre ou lune, se montre à divers âges de la vie, le plus souvent en jeune fille, puis en femme ayant eu ou allant avoir des enfants, et en vieille mégère. Dès le Paléolithique, la Vénus de Cireuil apparaît sous les traits d'une adolescente. De manière analogue, en Sibérie, des fillettes sont gravées sur des fragments d'os ou d'ivoire en regard d'un premier système de décompte de la lunaison. La femme enceinte stylisée jusqu'à se limiter à un torse plat, un ventre proéminent et deux jambes courbées caractérise l'époque magdalénienne. Notons que l'art paléolithique répugne à représenter la femme âgée et chargée d'expérience. Dans leur tombe, les femmes jeunes sont parées comme des princesses, avec une surabondance d'éléments symboliques appelant à la vie, des coquillages par exemple. C'est au néolithique que l'ancienne gagne une place dans un ternaire qui n'est plus centré sur l'attente de la vie, la jeune fille impubère et la femme prête à accoucher. À la fillette et à la mère succède la vieille initiatrice qui se pare peu à peu d'une aura ténébreuse. N'est-elle pas en relation directe avec le sépulcre, le tertre et la mort? L'image de la lune, de ces trois phases plus ou moins égales, de sa mort, au cours de 3 nuits interminables qui signent une sorte de fin du monde, s'impose en force. De la mère à la mort, il n'y a qu'un pas que l'on franchit dans un sens ou dans l'autre. Plus usuellement, une hiérarchie qui va du ventre à la tête en passant par la poitrine,
caractérise la triple déesse. Une idole gravée sur les montants de l'allée couverte de Knowth, en Irlande, en livre une illustration. Kali, la mère dévoreuse, en Inde, offre ce type de métamorphose en liaison avec les phases de la lune et les âges de la vie. On la connaît comme une vieillarde décharnée, parée d'ossements humains, les crocs acérés et une langue dégoulinante d'un sang pourpre. Mais il lui arrive de dévoiler un visage ravissant et les formes ensorcelantes d'une toute jeune femme qui appelle au plaisir et à l'amour. Entre ces deux extrêmes, la femme mûre s'en trouve alors quelque peu occultée. Parmi les images incontournables de maternité arrive en force la Vierge à l'enfant. Ce sont les mères allaitantes, modelées dans l'argile des cultures néolithiques méditerranéennes. Isis en constitue l'aboutissement idéal. Ce sont les vierges romanes assez sobres et rustres, avec une tête démesurée et des mains immenses par rapport au corps, assis sur un trône. Marie et Jésus sont raides et il leur faut de somptueux atours chatoyants pour en dévoiler la splendeur. Ce sont les graciles vierges à l'enfant des siècles ultérieurs où la délicatesse confine à la mignardise. Mais ce type de représentation demeure récent à l'échelle du temps. À l'époque paléolithique, tout se situe dans le devenir. La femme enceinte est magnifiée, adulée, glorifiée, mais l'enfant n'apparaît jamais. L'une des statuettes de Grimaldi, l'hermaphrodite, pourrait être l'unique version d'une femme en train d'accoucher. Encore faudrait-il être certain de l'interprétation donnée. Le rendu est trop informel pour suggérer. En ces temps archaïques, la féminité et la fécondité sont mises à l'honneur, d'où la dénomination de Vénus, donnée par les chercheurs admiratifs des formes généreuses que dévoilaient les fouilles. Nul ne sait trop ce que les auteurs de ces statuettes ou des peintures et gravures pariétales ont réellement voulu exprimer. S'agit-il de la déesse, de la femme, de la vie potentielle, de la terre maternelle garante d'un environnement propice ? Il est vain de les limiter à de simples idoles sexuelles, d'autant plus que les formes et les traits particuliers mis en exergue ont varié au cours des millénaires qui constituent la préhistoire ancienne. Isis, Déméter, Gaïa ou Net sont le produit de civilisations plus évoluées. Il faut attendre la révolution néolithique et probablement l'invention de la céramique pour que la mère et l'enfant tendent à prendre le pas sur la parturiente et gagnent une valeur spécifique. Le lien entre la terre et la mer s'accentue nettement. À titre d'exemple significatif, citons les vases en forme de femme du néolithique anatolien. Auparavant, dans les cultures néolithiques pré-céramiques, les idoles demeurent souvent informes, à tel point qu'il reste difficile de leur attribuer un sexe. À partir des débuts de l'histoire et dans les pays arrosés par des fleuves, comme l'Égypte ou la Mésopotamie, les déesses qui patronnent l'accouchement reçoivent comme attribut une brique. Aruru, propre sœur d'Enlil, préside à cette tâche à Sumer. Une large part des statuettes féminines du néolithique méditerranéen offrent des caractéristiques conventionnelles issues d'un lointain passé. Le ventre porteur de vie demeure le point central sur lequel convergent les regards. Cependant, diverses solutions sont proposées. Les idoles en violon du Proche-Orient ou de Chypre donnent une approche tripartite du corps. Un ventre démesuré, un torse plus réduit avec des seins, des moignons de bras et une tête au bout d'un cou sans fin. À côté, de nombreuses représentations montrent la femme en position presque allongée. Cela permet d'élargir le bas du corps et évoque, peut-être, la femme offerte au plaisir ou prête à donner la vie. Beaucoup de statues insistent sur un caractère stéatopige. Quelques-unes, en Anatolie par exemple, tentent de privilégier la relation mère-enfant. Cette dernière acception aura un large succès dans les civilisations plus raffinées, avec Isis allaitant Harpocrate ou plus proche de nous, la Vierge Marie. En Occident, pour les périodes néolithiques, citons la statuette de Stalina, Serbie, montrant une mère assise et donnant le sein à un bambin.
Mais ce type de représentation revêt un caractère exceptionnel et il faut attendre la civilisation celtique pour retrouver ce bel amour maternel. Ainsi, un ensemble sculptural gallo-romain provenant de Vertot, Côte d'Or, comprend une triade de déesses. L'une d'entre elles porte un bébé emmailloté, la deuxième au centre déploie des langes et la troisième tient un vase. Un tel trio permet d'appréhender les fatas, les déesses de la destinée qui, ultérieurement, se transformeront en bonnes ou mauvaises fées, penchées sur le berceau des princesses dans le conte. Dans un registre totalement différent, un autre groupe trouvé sur le même site nous livre 3 déesses longilignes et élégantes, vêtues de longues tuniques et portant chacune une corne d'abondance. Sous les traits de Fortuna, une déesse triple apporte la richesse. Gaïa, l'énorme terre, selon les dires d'Hésiode, paraît admirable, enfantant sans cesse. Il s'agit de la mère, à l'état initial, de la matrice primordiale, de la Vierge originelle, car ni la forme ni la matière n'existent encore. Sur le plan de la tétractis, notre mère universelle opère sur la 3e ligne qui correspond aux 3 principes. Sa progéniture offre une apparence chaotique, avec dans un premier temps le ciel, les montagnes et la mer, un paysage totalement terrestre. Avec eux, nous arrivons au plan matériel qui justifie la dénomination de Gaïa. Tantôt Gaïa enfante seule, ce qui est le cas ici. Tantôt elle s'unit à son fils, Ouranos, en particulier pour donner le jour aux 12 titans ou aux 3 géants aux 100 bras, mettant en œuvre l'hiérogamie qui sera à l'honneur ultérieurement. Puis, elle privilégie à nouveau la parthénogénèse pour mettre au monde les cyclopes, les irénies ou les nymphes. Ouranos n'est pas le seul père de ses enfants et elle avoue avoir d'autres partenaires parmi ses propres fils, la mère, Pontos ou Tartare. Sur un plan poétique, les artistes ont su tirer parti de ces 2 unions emblématiques, le ciel et la terre ou la terre et la mer, ici viril. Peu à peu, le caractère sacré de la mère universelle tend à être bafoué. Sa fécondité débridée conduit vers la monstruosité. Typhée, fruit d'une liaison avec Tartare, est probablement la plus effroyable créature que la terre ait portée. Hésiode est prolixe sur ses bras puissants d'où sortent 100 têtes de serpents et sur les voix abominables qui crient ou sifflent de leurs odieuses gueules. Par chance, Zeus, à l'œil aiguisé, part en guerre contre l'horrible fléau et le détruit, malgré les gémissements d'angoisse de terre qui chérit tous ses enfants, même les plus laids. À la suite de cet exploit, Zeus accapare le pouvoir. Il semble que la souveraineté absolue de la déesse prenne alors fin.